propose qu'on débute cette session du colloque Où va la philosophie française, consacrée aux questions de genre et de sexualité. Les questions de genre et de sexualité irriguent depuis très longtemps la philosophie française. Depuis quelques années, ce champ d'études a connu un développement encore plus florissant qu'auparavant. Je dis champ d'études, mais je ne sais pas si je devrais dire champ d'études, à vrai dire, puisque les questions de genre et de sexualité concernent l'ensemble des sous-champs de la philosophie. Moi-même, en philosophie politique et sociale, j'utilise régulièrement des outils puisés dans les théories du genre et de la sexualité. C'est vrai aussi pour mes collègues qui font la théorie de la philosophie des sciences, c'est vrai en épistémologie, c'est vrai dans beaucoup de sous-champs de la philosophie. En tout cas, nous avons aujourd'hui autour de nous trois représentantes majeures de ces études sur le genre et la sexualité. Nous entendrons Anne-Emmanuelle Berger, qui est professeure de littérature française et d'études de genre à l'université Paris 8, Vincennes, à Saint-Denis. Anne Berger dirige l'UMR LEGS, qui est la première unité mixte de recherche du CNRS dédiée aux études de genre et de sexualité. UMR interdisciplinaire, où il y a à la fois des chercheurs et chercheuses qui relèvent des sciences sociales et des humanités. Anne Berger consacre depuis une douzaine d'années la majeure partie de ses travaux à ce champ de recherche, et son livre, qui s'intitule « Le grand théâtre du genre », est paru en 2013 aux éditions Belin. Elle travaille actuellement sur l'épuisement de la notion de sexualité dans la pensée occidentale contemporaine. L'intervention d'Anne aujourd'hui s'intitulera « La fin de la sexualité ». Je la laisserai élaborer sur ce titre un peu énigmatique d'Anne-Emmanuelle Berger, qui s'intitule donc « La fin de la sexualité », sans point d'interrogation. En fait, il y a un point d'interrogation. Donc je réfléchis depuis un certain temps aux formes et aux raisons qu'a pris ce qu'on pourrait appeler l'antibiologisme dans la pensée féministe dite de la seconde vague. À diverses reprises, je me suis interrogée sur le sens d'une certaine confusion entre les notions de corps, celles de nature et celles de biologie, et sur les effets de la réduction de l'un ou de l'une à l'autre dans une certaine axiomatique féministe, alors même que ces notions ont des histoires philosophiques et relèvent de cadres épistémologiques différents les uns des autres. La notion de physis chez Aristote ne signifie pas la même chose et ne fonctionne pas de la même manière que celle de nature chez Rousseau. La nature chez Rousseau n'a pas grand-chose à voir avec ce que Gail Rubin, emboîtant le pas à Lévi-Strauss, appelle le biologique. Le corps érogénéisé de la psychanalyse n'est pas le corps de la physiologie médicale et n'est pas tout à fait le même que le corps sujet de la phénoménologie dont il est pourtant proche, etc. Et si le corps est longtemps demeuré un objet encombrant pour la pensée féministe, pour reprendre une formule d'Hélène Rouch, biologiste féministe française, il n'est pas conçu de la même manière selon qu'on se revendique de l'héritage beauvoirien ou d'une certaine pensée queer. Quoi qu'il en soit, et je ne suis bien sûr pas la seule à le remarquer, en présentant le corps comme une donnée native, donc naturelle et stable, et en rabattant de fait l'une sur l'autre l'anatomie, la biologie et la sexualité, certaines penseuses ou penseurs se rendent précisément coupables, entre guillemets, à l'endroit du corps, de l'essentialisation qu'elles ou ils veulent et croient pouvoir dénoncer. Mais je vais beaucoup trop vite parce qu'aujourd'hui, c'est d'une préoccupation inverse que je veux vous entretenir. Je vois se dessiner, au sein même des sciences humaines et sociales, ce que j'appellerais un tournant biologique d'un nouveau genre, SIC, qui concerne également la pensée féministe et les études de genre, et qui m'interpelle tout autant que l'antibiologisme que j'ai sommairement évoqué.
Les raisons de ce tournant sont multiples. Il y va en partie d'une réaction au règne supposé d'un certain discursivisme dans les sciences humaines et sociales, auquel le retour aux réalités têtues du corps et de la matière chercherait à faire pièce. Mais l'explication n'est pas suffisante, et pour établir mon constat, je vous propose une traversée rapide de 3 ou 4 ouvrages qui me paraissent illustrer ce tournant à des titres divers. Testo Genti, de Beatrice Preciado, qui date de 2008, quand Preciado signait encore au féminin, c'est important. Gut Feminism, ouvrage de la théoricienne australienne féministe queer installée aux États-Unis, Elizabeth Wilson, et Les Nouveaux Blessés, ouvrage de Catherine Malabou, publié en 2015. Je commencerai par cette dernière en rappelant brièvement que c'est dans Changer de différence, publié en 2009, et qui a pour sous-titre « Le féminin et la question philosophique », que Malabou propose pour la première fois de faire dialoguer philosophie et sciences du vivant et de redonner une dignité philosophique à la biologie. Le livre dans son ensemble se lit comme un défi lancé à son ancien maître Derrida, qui passe par la décision de suivre son propre chemin philosophique en tant que femme. Il y a un chapitre qui s'appelle Possibilité de la philosophie, je ne me rappelle plus là, oui c'est ça, Possibilité de la femme, impossibilité de la philosophie. Malabou est devenue depuis l'une des avocates les plus reconnues de l'alliance entre philosophie et neurosciences, affirmant avec toujours plus de force de conviction la capacité de ces dernières à éclairer, de façon autrement plus efficace que n'avaient pu le faire jusque-là les humanités, la philosophie ou encore la psychanalyse, les domaines que ces dernières s'évertuent depuis plus ou moins longtemps à explorer. Nous vivons à l'heure de la libération neuronale, affirme-t-elle ainsi avec enthousiasme dans son introduction à Que faire de notre cerveau, paru 2 ans après Changer de différence. Dans Les Nouveaux Blessés, Malabou gravite encore un degré supplémentaire dans l'exposé de sa conviction que les neurosciences constituent une nouvelle époque incontournable du savoir comme pouvoir, sinon l'ultime réponse aux questions esquissées jusqu'alors dans les champs mitoyens de la philosophie et des sciences humaines. Dans sa préface à la seconde édition de l'ouvrage, elle enjoint ces dernières de faire place au cerveau, à son étude et à ses lumières, dans des termes quasi messianiques, je cite. La psychanalyse, la philosophie, toutes les sciences humaines en général doivent accueillir le cerveau comme un nouveau venu en théorie. Elles doivent faire de la place à sa matérialité autant qu'à sa forme, qui constitue son étrangeté, mais aussi sa ressource critique. Notez l'emploi répété du verbe devoir, qui transforme la démarche épistémologique en impératif catégorique. On retrouve le même ton impérieux dans telle déclaration de la page 52, qui annonce la subordination de la sexualité à ce qu'elle nomme, en élevant le travail du cerveau à la dignité du concept, la cérébralité. Je cite, « Aujourd'hui, la valeur étiologique de la sexualité se voit subordonnée à celle de la cérébralité, renversant l'ordre ancien de la domination qui accordait à la psychanalyse, jusqu'à une période récente, la prééminence. Par subordination de la sexualité, il faut entendre d'abord l'effacement de la spécificité du sexuel dans l'économie générale des affects commandée par l'activité émotionnelle du cerveau. » Fin de citation. En déployant dans ce passage tout le champ sémantique de la domination et du pouvoir, avec des verbes comme subordonner, renverser, commander, et des substantifs comme subordination, groupe substantif ordre ancien de la domination, ou encore prééminence, Malabou fait même du débat épistémologique une bataille politique, au terme de laquelle il ne devrait y avoir que des vainqueurs et des vaincus. Les Nouveaux Blessés a en effet pour ambition de renverser l'ordre ancien de la domination psychanalytique en portant le coup final à la théorie freudienne du trauma et à travers elle à la théorie de la sexualité qui s'articule intimement à la première, Malabou a raison de le souligner. À l'ordre ancien de la domination freudienne, dont témoigne la centralité du paradigme de la sexualité, elle entend donc substituer l'ordre nouveau de la cérébralité. Comme Malabou, Elizabeth Wilson souhaite que, je la cite, la théorie féministe s'intéresse de plus près et avec moins de prévention aux données de la biologie, en anglais biological data. Elle questionne néanmoins l'adoption sans réserve du discours neuroscientifique par celles et ceux qu'elle nomme, en visant explicitement Malabou,
je la cite, la nouvelle espèce des critiques neurologiquement compétents. Elle rejette, je la cite encore, la croyance en la capacité des données biologiques à rendre caduques les méthodologies interprétatives. En d'autres termes, l'idée que les nouvelles découvertes concernant la nature et le fonctionnement du cerveau signent non seulement la fin du règne conceptuel de la sexualité, mais aussi le crépuscule des humanités et des sciences humaines, à commencer par la psychanalyse. Wilson se demande enfin si la centralité attribuée au cerveau par les neurosciences et leurs nouveaux adeptes ne reproduit pas, en le biologisant, le privilège traditionnellement accordé à la tête dans la représentation du corps humain, privilège qui fonde le parallélisme traditionnel entre corps vivant et corps politique et sert de justification à la conception hiérarchique du corps politique comme un corps composé d'un chef et de membres dont le premier commanderait les mouvements. Je vous rappelle que le mot chef, du latin caput capitis, qui donne le lexique du capital et de la capitale en français, veut dire tête en ancien et moyen français. Contre cette métaphorique, qui est aussi une métaphysique du corps, contre la conception de ce dernier comme un organisme hiérarchisé, Wilson se propose de faire rentrer dans le tableau, comme elle dit, ce qu'elle nomme la périphérie du corps, là où celle-ci constitue, selon elle, le véritable substrat psychologique de ce dernier, et de, je cite encore, désisoler le cerveau du corps, la psyché des phénomènes chimiques, les neurones du monde. Le livre n'est pas publié en français, donc c'est moi qui traduis. D'où son choix de faire du gut, des viscères, le point de rencontre stratégique entre biologie et féminisme, ou l'inverse. Gut feminism tente ainsi de jeter les bases théoriques d'un féminisme viscéral dans tous les sens de l'expression en français. Dans cette perspective, Wilson cherche à promouvoir une conception de la biologie qui soit dynamique, c'est son mot, et, dit-elle encore, aussi imprévisible ou instable que n'importe quel système social, textuel, culturel, affectif, économique, historique ou philosophique. Ce qu'elle cherche à faire en dernière instance, c'est à réconcilier Freud et le Prozac, la psyché et le soma, contre le scepticisme grandissant des tenants des neurosciences et de la psychiatrie à l'endroit de la psychanalyse. Mais s'il s'agit bien pour elle d'entamer l'exploration d'une espèce d'inconscient biologique, formule qu'elle emprunte aux psychanalystes et disciples de Freud, Schandorf et Renzi, s'il s'agit bien donc d'entamer l'exploration d'une espèce d'inconscient biologique qui ne soit pas centré sur le cerveau, s'il s'agit bien encore de refuser de traiter la biologie comme l'objet phobique de la théorie féministe, quelle est la portée proprement politique du livre ? L'ouvrage de Preciado, Testo Junkie, me paraît offrir une articulation plus probante, quoique ambiguë, à plus d'un égard, de la biologie et d'une certaine politique queer ou post-féministe. Dans Gut Feminism, c'est autour d'une réflexion sur la pharmacologie de la dépression que Wilson tente de rassembler les fils de son propos. Et c'est dans le sillage de l'analyse déridienne de la structure du pharmacone qu'elle réfléchit sur les apories pharmaconistiques de la clinique de la dépression, mais aussi du traitement par le féminisme de sa propre hostilité. Donc ce sont les deux, le livre a deux objets, la question de la clinique de la dépression et la question de l'hostilité du féminisme, une hostilité qui s'adresse principalement d'ailleurs, qui est une hostilité interne qui s'adresse au féminisme et aux féministes elles-mêmes. Hostilité donc que Wilson décrit comme une sorte de colère que sous-tendrait une position dépressive. Mais le tournant pharmacologique de la biologie contemporaine et ses enjeux indissociablement économiques et politiques n'apparaissent nulle part plus clairement que dans l'œuvre de Preciado. Testo Junkie fait, comme on le sait, la chronique d'une ingestion transgressive hors protocole médical de testostérone par l'auteur et narratrice de l'ouvrage. Donc je rappelle que la narration de Testo Junkie dans la langue genrée qu'est le français se déroule en effet majoritairement à la première personne du féminin, et voilà pourquoi j'emploierai souvent le féminin pour parler de l'auteur, narratrice et personnage de ce livre. La testostérone est, comme on le sait, responsable du développement d'un certain nombre de marqueurs biologiques masculins.
L'hyperandrogynie peut être provoquée artificiellement, comme c'est le cas dans les protocoles de transition sexuelle qui dépendent alors de la fabrication d'hormones synthétiques ou de la reproduction à l'échelle industrielle d'hormones dites naturelles par l'industrie pharmaceutique. Ou bien elle peut se produire naturellement, comme il arrive dans la biologie de certaines formes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersexualisme. Dans ce dernier cas, l'hyperandrogynie est traitée comme une pathologie au regard de la norme statistique. Que telle ou telle hormone dite sexuelle soit spontanément fabriquée par le corps ou qu'elle soit mise sur le marché par l'industrie pharmaceutique, qu'elle soit naturelle ou synthétique, elle a en tout cas la même capacité à affecter la présumée binarité sexuelle. En ce sens, il n'y a pas de différence ontologique entre la testostérone naturellement produite par le corps et celle qu'on ingère, donc entre l'original et le supplément. Et même si les effets biologiques d'une ingestion réglée d'hormones et ceux des variations naturelles du taux de telle ou telle hormone dans le corps ne sont pas du tout les mêmes, m'a-t-on dit, on peut dire que la production naturelle d'hormones dans le corps est déjà plastique, au sens que Malabou donne à cette notion. L'hormone fabriquée par le corps est toujours déjà virtuellement une arme pharmacologique prête à être mise au service d'une technique de renforcement ou de réassignation du genre. Ce n'est pas un hasard si la toute première théorie du genre, c'est-à-dire de la non-coïncidence entre sexe et genre dans le monde occidental, fut proposée par un endocrinologue, John Money, spécialiste des dysfonctions hormonales chez les enfants. L'administration d'hormones joue un rôle majeur aujourd'hui, à la fois dans le processus effectif de la transition de sexe et dans la représentation culturelle du corps trans. Deux lectures du corps trans sont alors possibles et les deux ont bien cours. Selon une première lecture, qui se fonde encore sur la dichotomie nature-culture, dont parlait Geneviève, le corps trans, en tant que corps construit ou reconstruit, incarnerait à proprement parler le remplacement ou la relève de la nature par la culture et ses techniques. En ce sens, et qu'on le veuille ou non, il accomplirait en l'illustrant le programme cartésien de domination de la nature. Selon une autre lecture, que les travaux de Malabou et de Wilson contribuent différemment à faire émerger, le corps trans rendrait manifeste la plasticité de la biologie, qui ne saurait donc être renvoyée au domaine des essences fixes. Il montre que le vivant est toujours déjà en transformation, et qu'il n'y a rien de naturel, c'est-à-dire littéralement qui soit donné une fois pour toutes à la naissance et par la naissance, donc nature vient du verbe nascior natusum qui veut dire naître, dans le corps dit biologique. En d'autres termes, il n'y aurait pas de rupture ontologique ou épistémologique entre la biologie et la pharmacie. En pensant la biologie comme une pharmacologie, Preciado en fait apparaître plus directement que Malabou ou Wilson la dimension politique. Se présentant d'une certaine manière comme l'héritière ou l'héritier, mais aussi comme la relève de Foucault, il cherche à montrer que la biopolitique contemporaine ne se soucie plus simplement de discipliner les corps en exerçant sur eux une pression sociale venue de l'extérieur, mais vise à les modeler de l'intérieur en mettant la vie au service d'une économie capitaliste à laquelle rien n'échappe. Sous le régime pharmaco-pornographique, alors je le cite, les technologies font désormais partie du corps, se diluent dans le corps, se convertissent en corps. La relation corps-pouvoir devient tautologique, la technopolitique prend la forme du corps, prend corps, s'incorpore. Un des signes de la transformation du régime de somatopouvoir au milieu du XXe siècle sera la numérisation et la molécularisation des dispositifs de contrôle et de production de la différence sexuelle et des identités. Fin de citation. Cette intensification technologique de la biopolitique a pour conséquence l'impossibilité de concevoir désormais les corps comme des points d'appui de la résistance aux prises du pouvoir, qu'il s'agisse du corps foucaldien à la fois hédoniste et hétérotopique qui cultive les plaisirs, ou du nouveau corps amoureux, j'emprunte cette formule à Arthur Rimbaud, qui défie les interdits du féminisme dit de la seconde vague. Dans Potentia Gaudendi, section du second chapitre de Testo Junkie, Preciado analyse la façon dont, sous le régime économico-socio-culturel contemporain qu'elle qualifie de pharmacopornographique,
il est devenu impossible de distinguer la puissance de jouir humaine de la machine énergétique capitaliste, de distinguer par conséquent l'énergie sexuelle apparemment sauvage et non domesticable, avatar de la libido freudienne, du processus de la marchandisation, non seulement des produits manufacturés, mais de tous les aspects de la vie humaine, processus accéléré par la technique. Si, pour Marx, le corps vivant du travailleur était déjà le lieu de la conversion de la force de travail en capital, la force orgasmique molécularisée du corps sexuel bionique tend désormais à se confondre avec les flux du capital lui-même. Le gonflement érectile et la croissance capitaliste participent de la même logique et du même mouvement, de telle manière que chaque manifestation de jouissance, chaque orgasme, concourt à la dilution de la vie dans le biocapitalisme, que chaque acte de création, y compris l'écriture de Testo Junkie, alimente la pulsion autocannibale et destructrice du capitalisme. Preciado illustre et même incarne dans son œuvre et dans son corps ce qu'il théorise, en l'occurrence, de ce point de vue-là, en l'occurrence la complicité inquiétante entre une certaine biomédicalisation de la sexualité, donc de la subjectivité, et le nanocapitalisme mondialisé, la sexualité étant à la fois le lieu et le canal du processus de subjectivation, aussi bien selon Foucault que selon Freud, même si chacun de ces derniers la pense différemment. Quels sont donc les bénéfices ou inversement les inconvénients potentiels pour une politique et une épistémologie féministe de ce tournant biologique que j'ai rapidement évoqué? Dans sa manière de traiter la testostérone, en lui accordant un rôle central dans le processus expérimental de franchissement de la barrière du genre, Preciado flirte avec l'idée que le genre et la sexualité ont bel et bien un fondement, sinon biologique, en tout cas biomédical. Dans le premier chapitre de l'ouvrage intitulé « Ta mort », il décrit les premiers effets sur elle, alors là en l'occurrence c'est important de dire elle, de l'ingestion de testostérone dans les termes suivants. Alors, je la cite, s'installe peu à peu une lucidité extraordinaire, accompagnée d'une explosion d'envie de baiser, de marcher, de sortir, de traverser la ville entière. Tout se passe donc comme si, avant même d'avoir des effets perceptibles sur les caractéristiques sexuelles secondaires, telles que la hauteur de la voix ou la pilosité du visage, la prise de testostérone affectait sa relation érotique au monde, témoignant de la composante biochimique de la sexualité. Elle se dit saisie d'une envie explosive de baiser, de marcher, de sortir, de traverser la ville entière, autant de pulsions qui sont culturellement associées à la masculinité. Plus loin, dans l'ouvrage, la narratrice suggère à nouveau le lien direct entre prise d'hormones, nature des sentiments et comportement genré. Je passe la citation pour aller plus vite, mais je la commente. S'imaginant rejetée par VD, son objet d'amour et de fantasme, elle, dit-elle, sent monter en elle une bouffée d'estrogène qui lui donne envie de pleurer. Et même si elle décrit ses affects de femme, c'est une citation, comme la manifestation résiduelle du monstre du programme culturel féminin, elle attribue bien le réveil du monstre à la diminution du taux de testostérone dans son corps, dû au fait qu'elle a interrompu la prise de testostérone pendant 4 jours d'affilée. Les taux d'estrogène ou de testostérone dans le sang suffisent-ils donc à déclencher des comportements aussi connotés en termes de genre que les pleurs dans un cas, la baise furieuse dans l'autre? L'estrogène fait-il d'une femelle une femme? Dans ce cas, autant, comme l'écrit Preciado en anglais dans un mouvement d'humeur aussi comique qu'explosif, fuck Beauvoir, fuck feminism, fuck love. D'autres passages de Testo Junkie, tout aussi nombreux, semblent cependant s'inscrire en faux contre une lecture biologique de la sexualité et du genre. Ainsi, lorsque dans l'autobiographie sexuelle qu'elle esquisse au chapitre 5, elle, pour le coup, indique que depuis l'enfance, elle possède une bite fantasmatique d'ouvrier et réagit à tous les culs qu'elle voit bouger, fin de citation, c'est bien sûr une façon d'affirmer qu'on n'a pas besoin d'avoir recours à une supplémentation biomédicale, ni même chirurgicale ou prosthétique, pour se sentir mec, se comporter et s'exprimer comme tel, dans le double registre du genre et de la sexualité.
La bite fantasmatique est un pharmacone ou un substitut efficace à l'absence d'équipement physiologique approprié. Que faire néanmoins de ces énoncés récurrents qui semblent, contre Lacan sinon contre Freud, et certainement contre la théorie féministe dans son axiomatique la plus répandue, avaliser l'idée que le genre et la sexualité ont un fondement biologique? Faut-il y voir des exemples de l'ironie consumée de l'auteur, qui joue de la confusion auteur, narrateur, narratrice, personnage? Mais s'il ne faut pas prendre tous les énoncés signés Preciado au pied de la lettre, quand pouvons-nous ou devons-nous les prendre au sérieux? À quels indices textuels se fier? À tout le moins, et quelle que soit l'intention de l'auteur ou leur valeur de vérité, ces énoncés sont bien le signe d'une certaine pression à la fois culturelle et épistémologique exercée par ce que j'ai appelé le tournant biologique, un tournant d'autant plus sensible qu'il est guidé par la logique du profit capitaliste, comme le montre Preciado de façon joueuse. Si les avancées biomédicales ont une telle force de persuasion et de séduction, n'est-ce pas aussi parce qu'elles sont aiguillonnées par des intérêts capitalistes, parce qu'elles prennent de fait la forme d'entreprises capitalistes juteuses? Oui. Où ensuite Isabelle Dussauge, chercheuse en études de genre et qui s'intéresse au discours scientifique, a consacré un article à la biomédicalisation de la sexualité, dans lequel elle s'est intéressée à la rationalité techno-économique qui sous-tend la recherche des clés cérébrales du mécanisme du désir et qui colore le vocabulaire analytique utilisé par les chercheurs en neurosciences qui travaillent sur la sexualité. Celle-ci est ainsi comprise en termes de gratification, d'anticipation d'un retour sur investissement, d'attente des récompenses, etc. Signe supplémentaire, s'il en fallait, que les neurosciences sont bien des sciences de et pour notre temps, ce temps du capitalisme très avancé que caractérise, comme le montre Preciado dans le sillage des penseurs du capitalisme post-opéraïste, la transformation de tous les aspects de la vie en capital. Elle est bien loin, l'idée suggérée par Freud et poursuivie par Lacan, que désir et satisfaction sont, sinon antinomiques, du moins structurellement mal ajustés, la vie humaine consistant à faire de cette déhiscence une ressource créative. Freud, on le sait, était lui-même neurologue de formation et il en appelle souvent dans son œuvre à une biologie à venir, donc à inventer, pour résoudre tel mystère résiduel de la psyché ou du comportement humain. Mais de même qu'il doutait du fait que la biologie de la reproduction sexuée puisse nous apprendre quoi que ce soit sur les distinctions de genre, de même il ne pensait pas que l'étude empirique des circuits neuronaux, certes encore balbutiante à son époque, suffise à rendre compte de la psyché, ou plus précisément encore du corps psychisé. Comme il l'écrit à la fin de sa célèbre conférence sur la féminité, je le cite, « Si vous voulez en apprendre davantage sur la féminité, interrogez votre propre expérience, adressez-vous aux poètes, ou bien attendez que la science soit en état de vous donner des renseignements plus approfondis. » Fin de citation. La biologie, oui, mais pas sans la poésie. C'est bien son alliance avec la littérature, c'est bien le crédit accordé à celle-ci et l'idée qu'elle aussi peut être détentrice et productrice d'une forme de savoir, particulièrement dans les domaines qui intéressent la psychanalyse, que les neuroscientifiques reprochent aujourd'hui à la pensée freudienne. Et de fait, le corps freudien, ce corps qui parle, sinon en vers, du moins en trope, le symptôme est métaphorique, ne saurait être exploré avec les instruments de la science dite dure, par exemple une IRM, d'où la méfiance, sinon le mépris de celle-ci, à l'encontre de la découverte freudienne. La psyché, catacrèse mythologique, miroir de l'infigurable, oui, c'est vrai, n'est pas le cerveau. Est-ce à dire que le corps freudien est une fiction, c'est-à-dire n'est qu'une fiction? Plus exactement, et ce sera ma question finale, est-ce à dire que la fiction n'est d'aucun usage pour comprendre et vivre le monde et notre corps? Je crois pouvoir trouver des éléments de réponse à cette question dans l'invalidation partielle de Freud à laquelle se livre Malabou dans Les Nouveaux Blessés. L'un des mots-clés qu'utilise Malabou de manière récurrente
pour dénoncer l'insistance indue de Freud sur ce qu'il nomme, dans le sillage des psychopathologues du XXe siècle, mais dans un sens tout nouveau, la sexualité, l'un de ces mots donc est le mot détour. Ainsi affirme-t-elle dans la partie du livre qui s'intitule « La subordination neurologique de la sexualité », je la cite, « Le sexuel est le détour du cérébral », et de développer quelques paragraphes plus loin, je cite, « L'économie cérébrale des émotions ne nécessite ni le détour d'une énergie psychique, ni la constitution d'un appareil dont la topique imaginaire viendrait en quelque sorte se superposer à son organisation anatomique et biologique. » Fin de citation. Dans l'auto-affection cérébrale, elle insiste, je cite encore, « L'énergie psychique est en quelque sorte le détour rhétorique de l'énergie nerveuse. » Qu'est-ce qu'un détour ? Bien sûr, c'est le contraire d'une ligne droite. Un détour est une déviation, le long d'une voie nécessairement plus longue et plus complexe, sur laquelle on peut se perdre et qui exige donc une dépense de temps et d'énergie supplémentaires. Malabou qualifie de détour aussi bien le sexuel comme tel, le sexuel est le détour du cérébral, que l'énergie psychique, suggérant ainsi à raison leur homologie dans la pensée freudienne. Le sexuel et l'énergie psychique, ou le sexuel comme énergie psychique, seraient donc littéralement déviés, sinon déviants. Se dépensant et se perdant en route, ils perdent le sujet. En tant qu'économie et en tant qu'elle fait l'objet d'une théorie économique, l'économie psychique n'est donc pas économique et pas très profitable comme théorie, contrairement à l'économie cérébrale, qui est sans détour et qui génère ainsi des bénéfices épistémologiques supérieurs. Pour soutenir sa conception de l'énergie psychique, Freud serait ainsi obligé de déployer une énergie accrue, de donner un tour supplémentaire, sinon une tour imaginaire, à l'édifice indécidablement théorique et rhétorique qui vient se superposer à l'organisation cérébrale, par-delà ou par-dessus ses fondations anatomiques et biologiques. Si je comprends bien... alors attendez, oups, voilà, non, pardon. Oui, dans un passage que je n'ai pas le temps de citer, Malabou décrit la pulsion sexuelle comme une énergie exigeant d'être liquidée, mais dont la liquidation n'est ni simple ni immédiate, parce que l'énergie libidinale ne circule et ne se manifeste que de manière détournée ou dévoyée. L'énergie, dit-elle, y subit des tours, selon un processus d'encodage cryptique qui appelle le déchiffrement et que Malabou caractérise elle-même comme une opération de traduction. Cette traduction de l'énergie sexuelle en langage chiffré et comme langage chiffré inaugure ce que Malabou nomme l'aventure herméneutique de l'énergie psychique. Si je comprends bien l'argument de Malabou, celle-ci ne reproche pas tant à Freud de faire parler la sexualité que de la faire parler rhétoriquement, à travers des tours et tropes coûteux qui font courir au sens et au sujet qui le traquent le risque de se perdre en traduction. Engagés dans le déchiffrement sans fin de cette tropologie psychique, nous perdons de vue les messages aussi clairs qu'indubitables émis par le cerveau. Mais peut-on jamais parler sans détour, sans s'égarer, donc aussi sans fictionnaliser, sans faire comme si, sans s'aventurer sur le chemin plus ou moins sinueux et toujours métaphorique, quoi qu'on en dise, de la spéculation? Et peut-on surtout vivre sans détour, c'est-à-dire sans dévier de notre cours biologique, aussi certaine qu'en soit la destination? Ne sommes-nous pas toujours, tant que nous vivons, perdus dans la traduction? Dans Au-delà du principe de plaisir, Freud caractérise la vie de manière irréductiblement ambiguë comme un détour vers la mort, signifiant par là que nous allons vers elle en nous en détournant, que nous nous détournons d'elle en y allant, pour aller sans aller dans la direction qu'elle nous impose. L'énergie psychique, comme énergie sexuelle, est ainsi dépensée sans être complètement liquidée, pas tout de suite et pas d'un coup. Or, dès que l'on s'engage, ou plutôt qu'on est engagé dans cette voie sinueuse, pleine de tours, qui sont autant de ruses, voie que la psychanalyse a tenté de cartographier, et que la littérature, qui a fait des tours du langage un art, emprunte depuis toujours, n'a-t-on pas besoin de méthodes herméneutiques, interpretive methodologies, comme le dit Elizabeth Wilson, au moins autant que de technologies de visualisation?
Une vie sans tour vaudra-t-elle jamais le détour? Bravo.